nombre de cas de la dengue dans le district d'Abidjan a été revu à la hausse. L'on parle aujourd'hui de 164 cas. Des mesures ont été arrêtées par les autorités pour endiguer la maladie. Et puis un garçon de 5 ans décède dans la nuit d'hier à aujourd'hui en Ouganda. Le garçon a été testé positif pour Ebola. C'est le premier cas d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en RDC. 2 autres cas ont été signalés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La dengue a sévi dans le district d'Abidjan. 164 cas de dengue sont confirmés au 7 juin. Les communes de Cocody, Bingéville et Abobo sont les plus touchées, soit près de 80% des cas selon l'Institut national d'hygiène publique. 2 personnes en sont mortes. Les autorités ont arrêté des mesures pour protéger les populations. La dengue est une infection virale transmise par la piqûre d'un moustique femelle du genre Aedes. Depuis des mois, une épidémie de cette maladie sévit dans le district d'Abidjan. Quels en sont les symptômes? Si la personne saigne, évidemment, on peut lui faire une transfusion si ça s'impose. Si la personne a des maux de tête, on lui donne un médicament pour les maux de tête. Si elle a des douleurs abdominales, on lui donne le traitement adapté. Si elle est très fatiguée, parce que la fatigue aussi c'est l'un des signes majeurs de cette maladie, on lui donne des traitements pour lui remonter un peu le système immunitaire. Mais c'est tout. Mais que faire pour l'éviter? C'est de rompre le cycle que vous avez vu tout à l'heure en éliminant les gîtes larvaires. Si le moustique pond les œufs dans l'eau et que ces œufs-là deviennent plus tard des nymphes, dans l'eau, si nous versons cette eau, on rompt la chaîne de transmission. Le moustique femelle de la dengue se propage partout où il y a une rétention d'eau. Il est donc question d'assainir l'environnement immédiat, selon le responsable de la salubrité urbaine. C'est que nous avons déjà entrepris des actions préventives en prélude des saisons de pluie. Et il y a des actions de curage des caniveaux et de désherbage des abords de voies. Et ces actions vont s'intensifier dans ces 2 jours pour contribuer à la lutte contre la dengue. À ce jour, on dénombre 164 cas, dont 2 décès dans le district d'Abidjan. Une campagne de sensibilisation est donc initiée pour informer la population. Avec notre structure environnementale au niveau de l'Église méthodiste unie, nous ferons de sorte que nous puissions, avec les services de santé, lutter contre cette maladie pour que la population ne souffre plus. Tout ce qu'il nous a parlé, on dit à nos voisins. Et tout fait pour faire l'entretien. Avec l'entretien, on peut avoir une bonne santé et longue vie. La campagne de fumigation qui passe n'est pas toxique. C'est pour les aider, c'est pour aider toute la population et pour éradiquer cette épidémie qui est en train de sévir au niveau de Cocody. Le préfet d'Abidjan a mis à profit ces différentes rencontres avec les maires du district d'Abidjan, la chefferie traditionnelle, les religieux et la société civile pour réitérer la volonté du gouvernement d'œuvrer pour l'éradication de cette maladie. Il est important de coordonner les actions, donc d'anticiper. Nous avons cru opportun et urgent d'appeler tous les maires, tous les sous-préfets, tous les responsables, pour qu'ensemble on puisse mettre à exécution les mesures qu'il faut pour prévenir cette maladie. Il y a jamais suffisamment d'efforts. Un comité de veille sera mis en place afin que toutes les mesures prises pour endiguer l'épidémie soient respectées. En Ouganda, 2 nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés après la mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui d'un enfant de 5 ans dû à cette maladie. Le ministère de la Santé et l'OMS tentent d'endiguer le phénomène. L'enfant et sa famille avaient séjourné en RDC. Premier cas d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a 10 mois. Un garçon de 5 ans décède dans la nuit de mardi à mercredi des suites de cette maladie. Le garçon testé positif pour Ebola hier à Kazézé est décédé dans l'unité de mise en quarantaine. Comme le veut la pratique pour les cas d'Ebola, il est recommandé que les victimes soient enterrées immédiatement et tous les membres de sa famille ont été mis dans l'unité de quarantaine pour une observation. La ministre ougandaise de la Santé avait expliqué mardi que l'enfant était parti de Kazézé, l'ouest de l'Ouganda, avec sa famille pour assister à des funérailles en RDC
et qu'il était tombé malade à son retour dans le pays. Le ministère ougandais de la Santé et l'OMS ont envoyé une équipe de spécialistes dans la ville de Kasese pour essayer de retrouver d'autres cas probables de la maladie et de vacciner ceux qui auraient pu entrer en contact avec l'enfant malade, selon l'OMS. L'Ouganda s'était mis en état d'alerte depuis le début de l'épidémie dans l'est de la RDC, où plus de 2000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les 2/3 de ces malades sont morts. Les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap ont été égrenées lors d'un panel au Musée des civilisations d'Abidjan. Plusieurs solutions ont été proposées, au nombre desquelles des feux tricolores sonores. Noussangare, Colette Ilboudo, Pargassorokone. Mathuré, la vingtaine révolue, souffre d'un handicap moteur depuis l'enfance. Pour ses déplacements, il préfère utiliser les taxis intercommunaux pour éviter les disputes avec certains usagers et conducteurs de transport en commun. Avec le transport commun, vraiment, les gens nous fatiguent. Surtout quand tu vois les béquilles, il faut payer 2 places avant de monter. Ou bien souvent, on trouve que tu prends beaucoup de temps parce que tu vas monter, ils vont t'attendre tout ça. Donc, c'est le compteur nous déplaçons. Oui, c'est cher, mais on n'a pas le choix. Si c'est les bus aussi, c'est toujours rempli. Tu viens sur le machiniste aussi, il refuse de s'arrêter. Qu'elles soient de petite taille, aveugles ou qu'elles aient un handicap moteur, les personnes en situation de handicap rencontrent d'énormes difficultés au quotidien pour accéder aux moyens de transport adéquats en vue de leur déplacement. Discrimination, manque de courtoisie, des maux dont elles sont victimes. On a problème même avec les cas qu'ils ont envoyés, comme quand on veut faire les voyages pour aller par exemple à l'intérieur. Il faut des gens pour t'appuyer d'abord pour que tu aies accès à ta place. Bon, au niveau des bus aussi, même chose. Validement, ils ne nous donnent pas la place. On a arrêté, alors que avec nos handicaps là, nos béquilles, quand le bus fait des secousses, vraiment on a tous ces problèmes-là. Le transport des personnes en situation de handicap, cette problématique au cœur d'un panel initié par l'ONG Espoir Handicap. Comment aujourd'hui une personne handicapée peut quitter pour venir au plateau tranquillement, sans s'accompagner, que ce soit un non-voyant, que ce soit quelqu'un qui est en fauteuil roulant. C'est un peu ça. C'est un peu ça que nous voulons atteindre. Et qu'il puisse avoir des parkings. Invité à ce panel, 2 professionnels du secteur du transport. Aïssata Sissé, responsable d'une entreprise de transport routier, et Ibrahim Diaby, directeur général du Haut Conseil du transport. Ce dernier a présenté les réformes entreprises par le ministère des Transports pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus des véhicules de dernière génération qui prennent en compte ces différentes questions. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les infrastructures routières qui vont être réhabilitées et construites, qui sont déjà en train d'être construites et réhabilitées, prennent en compte les problèmes des personnes qui vivent avec des handicaps. De sorte que sur les aires d'embarquement et de débarquement, ces personnes-là soient respectées. Au niveau du comportement des conducteurs et des chefs d'entreprise de transport, le ministère des Transports est en train en ce moment d'initier des séances de formation des conducteurs routiers, des chefs d'entreprise et des gestionnaires. L'un mis dans l'autre, nous allons avoir à terme un secteur du transport où les conducteurs routiers formés prendront en compte, ils le font, mais seront beaucoup plus sensibilisés sur la prise en compte des personnes qui vivent avec des handicaps sur nos lignes et dans nos gares. Cette rencontre, qui est à sa 3e édition, une initiative de l'ONG Espoir Handicap, organisation non gouvernementale qui vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Une troupe artistique prône la tolérance dans la commune d'Abobo. Le vivre ensemble ne peut se faire sans pardon. La troupe artistique Luciole Inter le sait. Elle enseigne donc la tolérance à la population d'Abobo par le théâtre. Christiane Kobi, Dangui Dangui. Sketch sur le thème de la réconciliation, présenté par les femmes du quartier Anonkwasi-Dessi dans la commune d'Abobo. Objectif, promouvoir la paix et la cohésion dans ce quartier qui a connu les affres de la crise post-électorale. À cause des mésententes de la cour, cet homme approchait de nous et il a essayé de nous réconcilier, on peut dire, par les amusements.
parlait pas à l'une de nous, dans notre cour là-bas, je vais dire ma voisine. Mais à cause de cet amusement, vraiment, il y a la paix maintenant. On s'entend très bien. Initiateur de cet événement qui est à sa deuxième édition, Célestin Yao veut donner un coup de fouet à la paix et à la cohésion sociale dans ce quartier. C'est un nouveau quartier, on ne se connaît pas. L'idéal serait que nous nous fréquentions. Et pour que nous puissions nous fréquenter, il faut que nous nous retrouvions autour de quelque chose. Il y a des femmes qui ne se parlent pas, vous voyez. Et quand elles ne se parlent pas, on essaie de régler ces litiges. C'est le but de cette rencontre. En plus de ce sketch, ce rendez-vous de la paix a été marqué par des prestations artistiques. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition prévue en 2020. Parlons environnement. La direction régionale des eaux et forêts de San Pedro renforce la lutte contre la déforestation et le changement climatique en lançant la campagne de reboisement 2019 dénommée San Pedro plus verte. Cette opération concerne 500 hectares. Déjà un hectare a été planté hier. Le reportage de Sam Kono. Vue de là-haut, la région de San Pedro est une région verte où la forêt semble s'étendre à perte de vue. Une fois sur terre, l'on se rend vite à l'évidence. Il s'agit là que des plantations d'EVA, de palmiers à huile et de cacao. La forêt n'existe pratiquement plus. Face à la disparition très avancée de la forêt ivoirienne, le gouvernement a pensé à sa reconstitution. D'où cette campagne de reboisement lancée dans le village de Guirigno-Payo, dans la sous-préfecture de San Pedro. Vous savez que le changement climatique, avec son corollaire de dégradation, est un fléau qui interpelle, qui trouble le sommeil de tous les habitants et de tous les gouvernants de ce pays. Donc c'est des instructions qui nous ont été données. Donc c'est en exécution de ces instructions qu'aujourd'hui nous avons procédé à cette opération de campagne de reboisement dans la région de San Pedro pour un San Pedro plus vert. Les paysans sont réticents à mettre à notre disposition des parcelles parce que pour eux, lorsqu'ils plantent des arbres, ça tue leurs plants. Donc nous sommes en train de leur expliquer qu'on peut faire l'association de l'arbre et de la culture pérenne. Si le gouvernement a pensé à nous pour implanter des arbres, c'est une bonne chose. C'est pour ça que moi-même, j'ai planté 2 pour que nous gagnions la pluie. 500 hectares devront être reboisés en cette année 2019 dans la région de San Pedro. Les arbres plantés l'année dernière à la préfecture de San Pedro poussent bien, donnant ainsi des résultats encourageants. Une lecture coranique a été organisée à Fès au Maroc. La Fondation Mohamed VI des Oulémas africains veut encourager la jeunesse musulmane à s'intéresser à la lecture et à la connaissance du Coran. Pargasso Okone. C'est la bibliothèque de la mosquée Karaouiyine, située dans la ville de Fès au Maroc, qui a été choisie par la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, dirigée par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, commandant de croyants, pour abriter la rencontre internationale de la lecture psalmodiée du noble Coran des jeunes Africains qui ont réussi à mémoriser le livre saint de la communauté musulmane. Rencontre qui, selon les organisateurs, vise à encourager la jeunesse musulmane à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du Saint-Coran. Cela en vue de lui permettre de mieux pratiquer sa religion. Le Saint-Coran, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui unit tous les peuples d'Afrique et principalement les musulmans. C'est un livre sacré et préserver ce livre sacré par la lecture, par la psalmodie, est l'une des constantes de notre religion et sûrement aussi l'une des tâches que devraient accomplir nos sections au niveau de leur activité annuelle. C'est sous le regard d'éminents professeurs en théologie, d'imams, des prédicateurs, des guides et d'encadreurs religieux que les 60 participants venus des 32 pays d'Afrique ont fait montre de leur savoir-faire et de leur maîtrise parfaite de la lecture des versets du Saint-Coran.
La Côte d'Ivoire était présente à cette rencontre religieuse. Les représentants ivoiriens, après leur passage, se félicitaient d'avoir participé à ce grand rendez-vous de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Le Saint-Coran est le plus important parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, on s'est déplacé de Côte d'Ivoire pour venir lire au Maroc la parole de Dieu. Nous sommes très heureux. À cette occasion, responsables, membres et présidents des sections de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, mais aussi imams, prédicateurs, guides et encadreurs religieux, femmes, jeunes et fidèles musulmans ont eu droit à une visite guidée de la grande mosquée Hassan II, père de l'actuel roi du royaume chérifien, situé dans la ville de Casablanca. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.